Merci Olivier, merci de votre accueil, de votre hospitalité et de me laisser, je ne sais pas, transmettre quelques éléments avec toujours beaucoup de liberté. Donc merci beaucoup de votre accueil. D'abord, peut-être, pour commencer, je vais parler de littérature. J'enseigne la littérature. Et donc, je m'étais dit, pour commencer, j'avais envie de réfléchir. J'exerce un pouvoir. Il est très relatif, mais tout de même, parler devant une quarantaine, une cinquantaine d'étudiants. J'ai une carrière qui, je vais pas là, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en dérouler le fil, mais j'ai commencé il y a 30 ans à enseigner, 32 ans pour être précis, et une dizaine d'années dans un lycée technique dans le Nord-Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont, pour ne pas nommer cette belle cité, où j'ai passé 10 années vraiment très très enrichissantes, et ce n'est pas de la langue de bois. J'avais des élèves qui n'étaient pas forcément extrêmement, évidemment, favorisés au plan social et culturel, et très vite, finalement, j'ai été confronté à cette réalité. Alors, je ne noircis pas le tableau, hein, c'est pas du tout aucun héroïsme, aucune posture qui vienne dire j'ai été un baroudeur de l'enseignement, etc. C'est pas du tout le sens de mon propos, mais de dire, à un moment donné, il a bien fallu que cette parole sur de la littérature, à des jeunes qui en étaient très éloignés, il a fallu que cette parole, je me demande comment la faire passer, comment, par quel biais la rendre accessible. Et je me disais, je ne sais pas si ce n'est pas modélisable, hein, encore une fois, je n'ai pas de posture d'exemplarité, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant en quelques instants que je réfléchisse avec vous sur les modes d'exercice de l'autorité dans un tel contexte. J'enseigne maintenant au lycée Henri IV à des étudiants qui ont un autre bagage culturel et dans un contexte évidemment qui n'est plus le même. Mais fondamentalement, ma manière d'enseigner, ma manière de parler ce soir est celle que j'ai lorsque j'enseigne. C'est la même. Ça s'est forgé très très vite, c'est-à-dire à un moment donné, si vous voulez, pour exercer une autorité, il faut d'abord un savoir. Dans mon domaine, hein, là encore, je ne modélise pas. Un savoir, j'espère ne pas vous avoir raconté cette anecdote l'année dernière, c'est ma hantise de me répéter, mais mon premier test, si vous voulez, c'était une classe de première adaptation au lycée Pasteur à Hénin-Beaumont, et il y avait un doublant dans cette classe qui, dès le premier cours, m'a testé en disant, très comme ça, monsieur, je ne sais plus, l'année dernière, on avait vu, la prof avait dit que quand il y a deux mots comme ça, qui se ressemblent, qui ont les mêmes, qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens, elle avait un mot comme ça, et je lui réponds du tac au tac, bah oui, c'est une homonymie, je présume, ou une homophonie. Voilà, validé. Première interrogation, validée. Il le savait pertinemment, et c'était une manière de me tester. Bon, donc très vite, vous vous apercevez, effectivement, la première autorité, c'est pas d'être baraqué, de sortir de je ne sais quelle école de musculation, ou d'affirmer quoique le corps joue, indéniablement, la présence corporelle, je ne la nie pas, il y a quelque chose de très animal dans la manière d'enseigner et de prendre la parole devant un groupe, ça c'est indéniable, il y a une animalité qui joue, je ne la théoriserai pas plus, hein, mais je l'articule en tout cas à l'exercice d'un savoir. Et ce qui est très paradoxal dans l'enseignement de la littérature, si vous voulez, c'est que on peut tout de suite se demander, mais qu'est-ce que c'est que le savoir littéraire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis savant en littérature ? C'est parce que j'ai lu tous les livres, comme disait Mallarmé. Ben non, je n'ai pas lu tous les livres. Non, il y a beaucoup de... Malheureusement, dans une vie, on essaye d'avoir lu beaucoup, mais il y a toujours des angles morts dans nos connaissances. Est-ce que c'est
une connaissance biographique des écrivains? Est-ce que c'est un savoir jargonnant? Est-ce que je dois tout à coup sortir une synthèse sur l'épopée, sur la poésie lyrique, sur ce qu'est une fable de La Fontaine? Oui, bien sûr, il faut des choses objectives, très précises, bien entendu, mais fondamentalement, la littérature repose sur quelque chose qui est de l'ordre du non-savoir. Vous aurez beau accumuler toutes les connaissances possibles et imaginables sur le XVIIe siècle, si vous n'entrez pas dans l'esprit de l'époque, si vous n'intériorisez pas quelque chose qui va bien au-delà du savoir, qui est de l'ordre, on pourrait dire, du goût, on pourrait dire de la... qu'est-ce que c'est que la représentation du pouvoir au XVIIe siècle, par exemple, eh bien, là, on va commencer peut-être à pouvoir aborder des textes. Mais le savoir pur, seul, ne suffit pas. Et il va constamment s'articuler à quelque chose qu'il faut appeler une expérience personnelle, une expérience du monde. Il y a quelque chose qui me sidère, mais on ne peut pas faire autrement. Lorsque l'on demande à des jeunes gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, d'étudier les liaisons dangereuses de Laclos, et il faut le faire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, c'est important de les confronter à des grands textes, mais c'est vrai qu'il y a un décalage assez ahurissant, puisqu'on leur demande de réfléchir à des sentiments amoureux, à ce que c'est que le libertinage, par-delà le libertinage, ce que veut dire se gouverner soi-même, parce que les libertins de Laclos, ce ne sont pas des hédonistes, ce sont d'abord des gens, des cartésiens, qui veulent avoir une maîtrise sur leur existence et sur leurs sentiments. Et aller apprendre ça à 15, 16, 17 ans, c'est vraiment pas simple, en effet. Et donc, et je finis mon petit préambule, si vous voulez, en disant que le savoir littéraire doit constamment s'articuler à une posture qui est de l'ordre de l'ignorance, qui est de l'ordre du non-savoir. Jamais je n'aurais fait le tour de Baudelaire. Personne ne pourra dire qu'il a fait le tour de Baudelaire, parce que c'est un esprit immense qui a embrassé qui a évolué, qui a embrassé une société qui commençait à se mécaniser, à s'embourgeoiser, peut-être à aller vers des frilosités ou des fixations de pensée dont Baudelaire voyait a très vite vu à quel point ça pouvait étriquer l'humain. Et donc j'aurais jamais fait le tour véritablement de Baudelaire. En un certain sens, il me dépasse, et il me dépassera encore longtemps. Donc je dois, dans ma posture d'enseignement, et d'être à la fois quelqu'un qui sait, donc qui peut s'appuyer sur cette autorité du savoir, mais face à un texte, finalement être dans quelque chose, une attitude, si vous voulez, qui est une forme d'ignorance. Je n'ignore évidemment pas que cette ignorance, elle est en un certain sens factice, en un certain sens c'est une posture intellectuelle, si l'on veut, mais c'est un aiguillon qui fait que, finalement, je vais me remettre moi-même dans cette posture de réapprendre ce que je sais, peut-être de faire évoluer ce que je sais, et ce qui me permet que les personnes qui sont en face de moi, eh bien, finalement, se mettent eux-mêmes en posture d'écoute, en posture j'allais presque dire, de désir de connaître, de mieux connaître. Et donc, constamment, l'enseignant de littérature, je ne sais pas si c'est valable pour d'autres disciplines, je ne me prétends pas, comment dirais-je, pédagogue et ayant analysé toutes les situations, mais il me semble que là, il y a une posture absolument fondamentale, c'est celle de Socrate, c'est celle de Montaigne, c'est, si j'arrive en disant, moi je vais vous expliquer ce que c'est que le pouvoir, vous n'allez pas m'écouter, vous allez dire, à moins que j'ai vraiment une expérience, enfin, que je sois porteur parce que j'ai fait la guerre que vous n'avez pas faite, parce que j'ai... Bon, on peut imaginer qu'il y a effectivement des transmissions d'expérience où on peut assumer pleinement une posture d'autorité, pourquoi pas, mais je crois vraiment que dans ces domaines-là,
ces domaines qui régissent l'humain, il y a forcément cette part de dénudement. Il y a forcément à un moment donné, devant des textes littéraires, il n'y a pas qui parlent de la mort, qui parlent de l'amour, qui parlent de la difficulté à être soi-même, il y a forcément un engagement de l'être, qui n'est pas forcément impudique d'ailleurs, hein, qui n'est pas forcément de l'ordre du biographique, ça n'a rien à voir avec un étalage de sa propre vie. Je me suis toujours dit d'ailleurs que c'était un des critères de la sénilité pour un enseignant, c'est lorsqu'il commence à parler de lui-même. Ça c'est à peu près infaillible. Vous avez, je pense qu'on a tous eu dans notre parcours un enseignant qui à un moment donné s'est mis à parler de sa vie. 9 fois sur 10 c'est une catastrophe, hein. Ça devient quelque chose de justement qui remplace le travail sur le texte. Et j'ajoute, pour aller très vite et pour terminer là-dessus, que quel que soit le niveau auquel je me suis adressé, que ce soit des élèves qui, en première adaptation, venaient de lycée professionnel, donc reprenaient un cursus pour aller vers un bac technologique ou oui, pas un bac général, un bac technologique en l'occurrence, ou bien que ce soit pour préparer des étudiants comme en ce moment à l'école normale supérieure ou à l'école des Chartes, finalement, je me suis toujours dit qu'il y avait 2 niveaux dans ma manière de faire. Premier niveau, je suis, pardon de le dire aussi crûment, mais je suis payé pour faire réussir mes étudiants ou mes élèves à des examens, un concours, et ce contrat doit être rempli. Ce contrat doit être rempli. Cette fonctionnalité-là doit être remplie. Sinon, je suis un imposteur. J'aurais beau raconter les plus belles choses du monde, si le bac n'est pas préparé, si les textes ne sont pas faits de la manière académique vis-à-vis de laquelle les étudiants sont interrogés, je n'ai pas rempli mon contrat. Donc je dois remplir ce contrat-là, il est absolument indispensable. Mais il y a quelque chose qu'on peut appeler, même si c'est commode, un supplément d'âme. Moi, ce que j'ai toujours appelé une musique dans ma manière d'enseigner, c'est-à-dire que je sais bien que la littérature vous engage pour toute la vie. Je sais que parce que j'ai entendu en première, lorsque je passais le baccalauréat de français, comme on disait à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mon professeur de français nous avait fait lire et étudier du Francis Jammes, nous avait fait étudier du René Guicadou, des poètes, qui m'ont énormément marqué, et il n'est pas impossible de dire que c'est en grande partie grâce à cette personne, Madame Lespinasse, je peux la nommer, que j'ai écrit 50 ans, non j'exagère un peu, pardon, je me vieillis un peu, 35 ans plus tard, moi-même de la poésie. Donc il y a quelque chose dans la confrontation au texte littéraire qui nous renvoie à nos expériences fondamentales. La matière littéraire, c'est l'homme, et l'homme saisit dans son entièreté ses problèmes sociaux, ses problèmes professionnels, économiques, politiques, et puis évidemment métaphysiques, les questions les plus fondamentales. Quel sens est-ce que je peux donner à ma vie? C'est la matière que nous traitons constamment. Et donc elle est passionnante, cette matière-là. On ne peut pas... et je trouve qu'à partir de là, on a des exigences, on a des devoirs, pardon, à l'égard de cette matière-là. On ne peut pas la transmettre. S'ennuyer en travaillant sur Baudelaire, c'est un scandale absolu. Regarder sa montre quand on est en train d'étudier une tragédie de Racine, c'est que le cours est raté. Il est raté. Après, je n'ignore pas qu'il y a des conditions d'enseignement qui sont épouvantables, qu'il faut parfois exercer l'autorité dans un sens beaucoup plus direct, immédiat, etc. Bien sûr, je ne l'ignore pas. Mais il me semble, c'est pas une loi générale, parce que je sais qu'il y a des publics qui sont absolument rétifs, et pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais je pense quand même que lorsqu'il y a travail sur cette matière où l'on
on fait entendre à quel point elle nous est nécessaire pour vivre. C'est-à-dire que c'est plus une matière, c'est un engagement de se consacrer à la littérature, et que soi-même dans sa vie, on ne deviendra pas nécessairement professeur de littérature, ce n'est pas forcément l'objectif d'un enseignement, mais qu'on deviendra, je l'espère, un lecteur passionné, ou quelqu'un qui gardera toujours un lien vivant, un lien intime à la littérature. Ça, c'est un objectif majeur. Je voudrais vous citer, pour non pas justifier, je ne suis pas dans une logique argumentative, mais une phrase. Je suis frappé, si vous voulez, dans la littérature, à quel point, lorsque on fait par exemple un travail sur les citations, je peux évidemment faire un travail de citation dans une logique argumentative, avec des objectifs très précis, rhétoriques, bon, bien sûr. Mais quand nous tombons sur une citation qui résonne au plus intime de notre être, dans laquelle tout à coup nous nous disons, là, quelque chose a été dit à un moment donné par un homme, une femme dont peut-être j'ignore ou j'ignorais à peu près tout, et qui dit ma vérité, qui dit ce pourquoi éventuellement je me lève le matin, ou ce qui fait que lorsque j'ai des ennuis et que je suis un peu abattu, l'abattement ne va pas tout à fait jusqu'au bout, parce que quelque chose est supérieur à nos abattements ou à nos problèmes, c'est l'extraordinaire aventure que constitue l'existence humaine. Et j'ai travaillé sur les écrivains de la guerre de 14-18, et parmi ces écrivains, il y en a un qui l'a faite, cette guerre, même si c'est sur une petite échelle de vie, mais tout de même, c'est Henri de Monterland, qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle « Chant funèbre pour les morts de Verdun » en 1925. Et il dit ceci, pourquoi tous ces hommes sont-ils morts finalement? C'était quoi? C'était la patrie, c'était la nation, c'était la religion, c'était la croisade du sens contre la barbarie. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Chacun s'est construit son sens finalement. Et Monterland dit cette chose extraordinaire, nous vivons, dit-il, nous mourons pour des rapports qui n'existent que dans notre esprit, et plus souvent encore dans notre sensibilité. Nous vivons, nous mourons pour de l'invérifiable. Nous vivons, nous mourons pour de l'invérifiable. Voilà. Il m'a toujours semblé que la littérature avait à voir avec cela, c'est-à-dire nous donner un aliment qui nous permet de mieux nous représenter les choses. Alors vous allez me dire, on est loin a priori de littérature et pouvoir. Alors je ne crois pas. Et ça sera mon premier aspect, un lien que j'essaie d'établir entre littérature et pouvoir. La littérature, alors je dois dire, la littérature, qu'est-ce que j'entends par la littérature? À la limite, il faudrait faire déjà un arrêt sur le terme. Je n'aime pas beaucoup la littérature divertissement. Je pense que la littérature, c'est l'anti-divertissement. Vous savez, Pascal nous dit, le divertissement, c'est ce qui nous évite de regarder en face notre condition d'homme, c'est-à-dire notre condition mortelle. Or, la littérature, profondément, je crois, la grande littérature, parce que je crois que la grande littérature, ça existe, la grande littérature, c'est-à-dire, on ne se trompe pas, si on prend du Pascal, du Montaigne, du Racine, du Corneille, du Balzac, du Zola, on ne se trompe pas, point. Après, on discute sur des auteurs contemporains et on discute. Les grands écrivains ne sont pas nécessairement des écrivains morts. Bien entendu, il y a des écrivains contemporains de très haut vol, de très haute portée. Il y a beaucoup de mascarades. Il y a beaucoup d'une littérature de très très court terme, qui est dans la mode. On prend un sujet qui va plaire à un moment donné. Est-ce que ça va durer? Je crois vraiment au travail du temps par rapport à la littérature. Les grands textes, ça dure. Qu'on les lise, on peut les oublier 50 ans. On les reprendra et ils réapparaîtront. On peut lire moins à une époque donnée tel auteur.
Agrippa d'Aubigné ou je ne sais qui, et puis il réapparaîtra quelques années plus tard parce qu'on aura besoin, on retrouvera dans son œuvre des éléments dont on a besoin, dont la société présente a besoin. Et donc, si vous voulez, un bon écrivain n'est pas nécessairement mort, mais en un certain sens, même s'il est vivant, même si c'est un écrivain contemporain, a à voir avec la mort en un certain sens. C'est-à-dire qu'il me semble que l'écrivain, pour embrasser vraiment l'entièreté de la condition humaine, doit savoir s'extraire de l'immédiateté, doit savoir s'extraire des sirènes de la contemporanéité. Alors le contretemps peut être léger, le contretemps peut être peut-être même parfois indécelable. Certains génies nous font croire qu'ils sont pleinement de leur époque, et quand on regarde de près, en réalité, ils sont légèrement à côté. Et il y a un philosophe qui le dit très bien, cette nécessité du contretemps, c'est le philosophe italien Giorgio Agamben, dans un texte intitulé « Qu'est-ce que le contemporain ?» Et il dit ceci: « Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. Mais, précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. » Alors ce contretemps peut être, si vous voulez, je le disais, infime. C'est ce qu'on appelle parfois un pas de côté. Prendre juste le temps d'écouter autre chose, parfois de revenir à d'autres époques. On voit à quel point beaucoup d'écrivains sont hantés par des époques anciennes. Et pour justement avoir cette distance à l'égard du présent. On peut, comme Pascal Quignard, souhaiter être lu en 1640. C'est magnifique quand Quignard dit ça. J'écris pour être lu en 1640. Il y a une posture là qui nous renvoie finalement. C'est pas qu'une attitude, si vous voulez, c'est beaucoup plus fondamental. C'est une manière de dire, mais j'aurais préféré peut-être être le contemporain de Tristan l'Hermite. J'aurais préféré peut-être être le contemporain de Corneille que le contemporain, je ne vais pas être déplaisant, mais de certains écrivains moins intéressants. Voilà, je vais être un tout petit peu, comment dirais-je, lâche dans de ne pas jeter en pâture comme ça n'aurait pas de sens, mais de dire voilà, c'est ça qu'il nous dit. Et au fond, l'écrivain, et je parle bien de pouvoir en réalité depuis le départ, l'écrivain véritable nous enseigne à la fois à être et à ne pas être de notre temps. Être et ne pas être de notre temps. Et pour illustrer ceci, je me suis dit, oui, Montaigne le dit tellement bien, tellement fortement dans les essais. Et voici ce que dit Montaigne, avec toujours ce langage extrêmement concret, extrêmement imagé, empirique, je veux dire plutôt, de Montaigne. Il se faut, dit Montaigne, il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche. Franche veut dire libre dans ce contexte-là. En laquelle nous établissions notre vraie liberté et principale retraite et solitude. En celle-ci, faut-il prendre notre ordinaire entretien de nous à nous-mêmes. De nous à nous-mêmes. On comprend que cette arrière-boutique, elle est là. C'est dans notre esprit. C'est là qu'est la véritable liberté. C'est là que nous allons... vous entendez la formidable manière de dire de Montaigne, cette arrière-boutique, donc on ne verra pas,
La façade, ça sera autre chose. Il y aura un magasin, si on poursuit la métaphore, une boutique. Là, on fait notre business, pardonnez-moi de le dire crûment comme ça, et puis l'arrière-boutique. Et cette arrière-boutique, appelons-la l'esprit, appelons-la l'âme, si l'on préfère, l'intériorité, chacun donnera le nom qu'il souhaite donner, mais Montaigne nous rappelle qu'il est absolument essentiel de l'entretenir. Le mot entretien est très intéressant parce que tout à l'heure, Olivier, vous parliez de la conversation. Et il y a une conversation dont on parle assez peu, somme toute. C'est aujourd'hui, je veux dire, dans notre manière de penser la conversation, c'est la conversation que nous avons journellement avec nous-mêmes. Il y a eu des traités de conversation avec soi-même, ça a fait partie de la tradition. Jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez des traités de conversation avec soi-même qui sont très souvent d'ailleurs des traités qui peuvent être des traités de spiritualité. Ça peut aller, la conversation avec soi-même, jusqu'à évidemment l'introspection, si vous voulez, dans un sens qui peut être religieux éventuellement. Alors pas chez Montaigne ici, on voit bien que cet entretien avec soi-même, c'est l'entretien de cette conscience, c'est cette manière finalement d'avoir cet espace intérieur, et c'est là que je suis complètement pour moi dans le pouvoir, c'est-à-dire comment est-ce que dans tous les enjeux, que ce soit dans l'espace de la société, dans l'espace politique, que ce soit dans des espaces plus privés, mais où se jouent des rapports de force considérables, on le sait très bien, eh bien, il y a cet espace qu'on pourrait appeler un espace, si vous voulez, de dégagement. Un espace qui n'est pas atteignable. Il y a quelque chose dans notre être, vous parliez tout à l'heure du sujet, de la souveraineté du sujet, ce sont pour moi des notions absolument fondamentales, parce qu'il me semble que pour raccorder avec ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, que l'enseignement de la littérature, si on le comprend bien, nourrit précisément cette liberté intérieure. Nourrit cette liberté intérieure et fait que nous pouvons, dans les situations les plus oppressantes, les plus difficiles, garder un espace d'accomplissement inaltérable, quelque chose qui ne peut pas nous être volé, qui ne peut pas nous être pris. Alors, évidemment, un exemple m'est venu, la citation de Klemperer de tout à l'heure m'invite finalement, me conforte dans la manière d'assumer, si vous voulez, cet exemple. J'ai évidemment tout de suite pensé à des situations extrêmes d'aliénation et d'oppression terrifiante, et à ce que nous dit Primo Levi dans Si c'est un homme. Vous comprenez bien dans quel contexte je fais. Il n'y a évidemment dans mon intention aucune espèce de rapprochement. Nous vivons dans des sociétés libres, nous vivons dans des espaces évidemment où l'épanouissement est encore possible, mais penser l'espace concentrationnaire est absolument indispensable, je pense. Et Primo Levi raconte, je rappelle très rapidement l'épisode, dans Si c'est un homme, comment il retrouve avec d'autres déportés une forme de passion intellectuelle autour de Dante, autour de la Divine Comédie, et particulièrement autour, évidemment, du premier cantica de la Divine Comédie, puisque eux-mêmes sont plongés dans l'enfer, c'est-à-dire l'enfer. Et le chant 26 va résonner particulièrement à leur conscience dans ce contexte-là. Le chant 26, je me permets de rappeler, dans l'enfer de Dante, Dante évoque vous savez que l'enfer est organisé en cercle, et il évoque dans ce chant 26 le cercle où sont suppliciés pour l'éternité les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Et parmi ces mauvais conseillers, donc ils brûlent dans des flammes, ils sont à l'intérieur d'un brasier, et parmi ces mauvais conseillers se trouve Ulysse, le grand héros Ulysse. Et Ulysse Dante est surpris de trouver Ulysse dans
contexte-là, dans cet espace terrible. Et Ulysse va raconter son histoire. Et l'Ulysse de Dante, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, parce que c'est un Ulysse qui, quand il revient à Ithaque, s'aperçoit qu'il ne va pas poser, les valises, là aussi, s'il dit les choses très crûment, il ne va pas poser les valises, il va dire, il faut partir. Il faut partir parce que l'homme n'est pas fait pour s'arrêter. Il n'est pas fait pour s'arrêter, donc on va continuer le voyage. Et les compagnons de voyage disent mais c'est pas possible, on est épuisé, on veut s'arrêter. Et Ulysse leur tient ce discours à ses compagnons épuisés de voyage. Ce sont les vers 118-120 du chant 26. Considérez votre semence, dit Ulysse. Considérez votre race, votre être le plus. D'où venez-vous? Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. Il les rappelle à cette exigence fondamentale de connaissance et de vertu. Vertu et connaissance, comme alternative à la bestialité. Et les compagnons vont repartir. Ils vont repartir en voyage, ils vont partir découvrir ce qui se passe de l'autre côté, notamment ils vont franchir ce qu'on appelle, nous, le détroit de Gibraltar. Nous devons donc, et il me semble que c'est l'enjeu fort de la littérature, et fondamentalement, vous voyez, elle est une réponse au pouvoir, quel qu'il soit, nourrir son âme, renforcer les défenses immunitaires de notre âme. C'est la fonction fondamentale de la littérature. Les Romains, d'ailleurs, je me permets de le rappeler, ont beaucoup à nous dire de l'importance d'ailleurs de défendre les lettres classiques dans des moments où on aurait envie de les faire passer par perte et profit en disant à quoi servent-elles, peut-être à nous rappeler des choses fondamentales justement. Et notamment les Romains, vous savez, ils avaient ce concept d'otium, c'est-à-dire de culture de soi par soi. Alors nous, on a mal compris ce terme-là, puisqu'on en a fait la racine d'oisiveté. Et on a dit que l'oisiveté était évidemment la mère de tous les vices. Mais non, pour les Romains, c'est un espace essentiel, ce temps de la vacance, précisément. On peut d'ailleurs rappeler à des élèves que école vient de scolé, qui veut dire le loisir, précisément, chez les Grecs. Mais dans ce sens-là. C'est l'endroit, la scolé, où on se cultive, précisément, et donc où on s'arme pour la vie. On s'arme pour la vie. Et ce que je trouve extraordinaire chez les Latins, si vous voulez, chez les Romains, c'est qu'ils ont, pour eux, c'est vraiment ce à quoi est destiné l'homme. C'est ça l'essentiel de son être. C'est cette culture de soi par soi. Et d'ailleurs, ils ont inventé le contraire de l'osium, c'est le neg, radical négatif, vous savez, le neg, osium, qui a donné négoce. Alors, pour nous, le négoce, c'est fondamental, on pourrait dire d'abord l'économique, et puis, si on a le temps, si on a la possibilité, il y aura un supplément d'âme. Les Romains plus humains, de ce point de vue-là, plus humain, pensent exactement le contraire. L'essentiel, c'est cette culture de soi par soi, et puis il faut bien vivre, il y a bien des occupations fonctionnelles à avoir, économiques et autres, mais elles sont secondes par rapport à cet être intérieur. Il me semble que c'est intéressant d'avoir ces racines-là. Je ne vais peut-être vous paraître, je ne suis pas du tout complotiste dans ma manière de voir les choses, vous vous en doutez, mais je crois que ce n'est pas anodin si, dans une société comme la nôtre, on se dit que finalement ce n'est pas très important, ces histoires, le latin, le grec, le grec de toute façon c'est déjà perdu, donc alors le latin, un petit peu, pour le folklore encore un petit peu, mais ça tombera vite à un moment donné. C'est dangereux, je trouve, parce qu'effectivement c'est toute la racine de notre langue. Et puis, il y a un modèle philosophique derrière. Il y a des modèles philosophiques.
Et tout à l'heure, moi j'étais très sensible au fait que vous disiez, effectivement, derrière les mots, il y a des jeux de passe-passe, il y a des... on évacue, on ne regarde pas les vraies questions. Et le pouvoir, il faut assumer. Olivier m'a convaincu, si vous voulez, de faire cette conférence. Il y a, je le lui ai dit d'ailleurs, mais je le redis en public, parce qu'à un moment donné, il m'a dit, vous savez, nous, on réutilise le mot autorité. On reprend le mot autorité. On l'assume. Pouvoir, on réassume. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'effectivement, appelons le... Je pense qu'il y a toujours de possibles maquillages idéologiques lorsqu'on commence à trafiquer la langue, justement pour noyer les réalités. Tout est pouvoir, tout est relation de pouvoir. Dire ici il n'y aura pas de relation de pouvoir, c'est mentir. C'est le politique qui dit je ne ferai pas de politique ce soir. Le politique qui nous dit je ne fais pas de politique ce soir est suprêmement politicien, évidemment. C'est le moment même où il va faire de la politique, nous le savons. Donc on a besoin de cette vigilance-là. Et donc, l'heure tourne, pardonnez-moi, mais je voulais vous citer un penseur magnifique de la littérature, penseur contemporain, Marc Fumaroli, et un de ses nombreux textes absolument magistraux sur La Fontaine. C'est un texte extraordinaire, un essai qui s'appelle « Le poète et le roi », tout simplement. La Fontaine. Ce La Fontaine que on a dans notre tradition scolaire associé à une certaine bonhomie. Le bonhomme La Fontaine. Et Marc Fumaroli montre Ménandré. Ce qu'on appelle ce bonhomme dans la tradition, c'est un homme qui a eu un courage absolument exceptionnel, c'est-à-dire il a eu le courage de déplaire au roi. Il a eu le courage d'écrire pendant le procès Fouquet une défense de son premier mécène, Fouquet, et puis, toute sa vie, il s'est cantonné, il a fait croire qu'il écrivait une petite œuvre, des fables. La fable étant, si vous voulez, dans l'enseignement scolaire depuis le Moyen-Âge, la forme par laquelle on apprend, j'allais dire presque mécaniquement ou benoîtement, la morale. C'est-à-dire qu'il prend une forme qui n'a pas d'aura, n'a pas du tout d'aura. Et il va en faire un instrument de réflexion. Et Marc Fumaroli écrit ceci. Les lettres, la poésie, loin d'être des évasions de la triste réalité de l'âge de fer revenu, poursuivent l'éternel combat d'Apollon contre le serpent Python. Elles sont les auxiliaires, les précepteurs, les consolateurs d'une humanité veuve, par sa vanité et son aveuglement, de l'amitié des dieux. Fumaroli fait allusion à ce mythe du Parnasse dans les Métamorphoses d'Ovide. Les dieux, après l'âge de fer et les horreurs de l'âge de fer, ont décidé un déluge. L'humanité est anéantie, sauf un couple, Deucalion et Pyrrha, qui vont se réfugier sur le mont Parnasse. Au moment où ils arrivent, un serpent python se dresse des bouts du déluge à peine éteint, et Apollon surgit et vient sauver ce qu'il reste d'humanité pour refonder une innocence, dit Fumaroli, magnifiquement. Refonder une innocence et refonder, on pourrait dire une espérance, si vous voulez, qu'à partir de là, on puisse toujours croire en l'humanité. Et il me semble que c'est quelque chose que on perçoit très très bien chez La Fontaine. Quelques mots sur La Fontaine, sur ces questions de pouvoir précisément, très rapidement. Moi j'aime bien dire à des élèves, vous savez, le loup et l'agneau, cette manière de voir le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure, de voir ça comme une fable charmante, avec un agneau finalement très sympathique, hein. Ce petit agneau, c'est lui le personnage sympathique. Pas du tout. C'est le niais, c'est l'ignorant. Il vient réclamer des droits à un prédateur. Le prédateur le croque. C'est la loi de la nature. Donc si
dans les jeux de pouvoir, si vous allez avec votre angélisme revendiquer là où vous n'avez pas le droit de revendiquer parce que vous avez une puissance en face de vous, vous allez vous faire détruire. C'est tout. C'est ce que nous dit La Fontaine. La morale classique est une morale extrêmement pragmatique. Elle n'idéalise absolument pas l'homme, elle le prend tel qu'il est. Alors nous ne vivons pas dans une société angélique, nous ne vivons pas dans une société d'agneaux, nous vivons au milieu des prédateurs, au milieu des loups. Il faut apprendre à vivre avec les loups. Alors pour apprendre à vivre avec les loups, il y a un principe fondamental qui est la pierre angulaire de la sagesse antique. Aristote nous l'a dit dès le début dans l'Éthique à Nicomaque, c'est la prudence. C'est la prudence. Méfiez-vous, regardez, discernez. À quel moment? L'écrivain nous dit, le fabuliste, où est la véritable force? Le chêne et le roseau. Magnifique fable qu'on a tous en tête, cette puissance qui s'affirme, qui est même dans une forme d'arrogance, qui est sûre d'elle-même, et qui évidemment va être déracinée, tandis que ce roseau s'est plié. Il plie, mais il ne rompt pas. Donc il y a derrière toute une éthique de l'adaptation, de la malléabilité, la capacité à accepter aussi une certaine forme d'humilité, savoir où l'on est véritablement, en un mot, ne pas se prendre pour un autre. Et toutes les puissances terrestres sont fragiles. L'écrivain est là pour le rappeler. Il est là pour le rappeler, comme la religion était là pour le rappeler. Fondamentalement, le christianisme dans la société a toujours fonctionné pour rappeler aux puissants leur fragilité, pour rappeler qu'il n'y a qu'un maître et que eux ne sont que provisoires. La religion est là normalement pour le dire, pour le rappeler ardemment. La littérature ne fait pas autre chose. Si elle se met au service des puissants, elle n'est plus précisément la littérature, puisqu'elle est là pour rappeler aux puissants qu'ils ne le sont pas, que leur puissance est illusoire, elle est éphémère. C'est la tradition chrétienne de la mise en garde contre les excès du pouvoir, c'est la tradition évidemment athénienne de la limitation de ce que les anciens appelaient l'hubris. Xerxès est châtié, le Perse, pour avoir étalé sa puissance et pour avoir fait fouetter la mer. Il est châtié, il tombera inexorablement. Les Grecs vont vaincre les Perses parce qu'ils étaient les plus justes et parce qu'ils avaient la vérité avec eux et la sagesse et la mesure de toute chose, c'est-à-dire ce que l'oracle, ce qui est inscrit sur le fronton du temple de Delphes. Il y a le connais-toi toi-même d'un côté, vous le savez, et de l'autre, rien de trop, Médène, Agane, rien de trop, toujours cette prudence, Médène, Agane, tout pouvoir qui veut aller au-delà d'une certaine limite est voué à l'anéantissement et à la chute, inexorablement. C'est inscrit dans ce qu'est l'homme. C'est un rappel finalement, et la littérature, il me semble qu'elle a à voir, vous voyez, nécessairement avec la morale. Même si elle le fait sur des modes qui sont libres, même si elle tord le cou parfois à certaines orthodoxies, finalement, c'est toujours au service d'une morale fondamentale. C'est toujours pour rappeler à l'homme sa vérité la plus fondamentale. Et parmi ces vérités, il y a, et évidemment l'écrivain a une position, particulièrement de choix, pardonnez-moi, ma formule n'est pas heureuse, mais c'est le pouvoir des mots dont nous parlions tout à l'heure. Comment le pouvoir s'exerce à travers le langage. La littérature peut nous dire des choses là-dessus. Je voudrais prendre très rapidement 3 exemples pour vous montrer, et très variés, j'espère, pour montrer la conscience de ces enjeux-là chez des écrivains très différents, à des époques différentes. La tyrannie des bons sentiments, par exemple, dans une société comme la nôtre, ce que j'appelle la tyrannie des bons sentiments, ce que j'ai appelé tout à l'heure, à travers l'emploi de la coolitude, on fait comme si, pas de ça entre nous, hein, on est dans un mode de fonctionnement où il n'y a pas de rapport justement de pouvoir, pas de hiérarchie chez nous, hein, ça n'existe pas. Hein, donc cette manière comme ça d'aplanir les choses, de faire comme si,
ça n'existait pas. Et je crois très salutaire de faire de ce point de vue-là, personnellement, je vais citer un auteur vivant, de faire une cure de désenchantement avec quelqu'un comme Houellebecq. Il me semble extrêmement salutaire. C'est une œuvre, on en pense ce qu'on veut, on aime, on n'aime pas, ça c'est une autre affaire, mais elle interroge la vacuité contemporaine. Elle va vraiment dans le ventre mou de la machine à décérébrer, de la machine à anéantir le contemporain, à en faire une sorte de machine désirante qu'on va pouvoir comme ça manœuvrer assez facilement. Et un des poèmes la poésie de Houellebecq est très intéressante, je ne sais pas si vous la pratiquez de temps à autre. Rester vivant, par exemple, est un texte vraiment intéressant. Le titre est magnifique d'ailleurs, hein, comment rester vivant dans une société qui veut nous meurtrir et nous anéantir. Et alors il a ce vers où on entend le côté lymphatique de Houellebecq, pour ne pas dire évidemment désespéré, hein, n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Et donc quelqu'un qui vous dit cela comme une piqûre, si vous voulez, de rappel, là où ça fait mal, précisément. Hein, là où nous sommes, et lui le premier d'ailleurs, il a écrit un recueil intitulé La poursuite du bonheur, il sait très bien que nous sommes d'insatiables chercheurs de bonheur. Hein, et donc il appuie là où ça nous fait très mal, évidemment. Hein, c'est son rôle, il le fait très bien. Un auteur magnifique aussi, mais un petit peu plus ancien, je pensais à Hemingway. Et on a parlé tout à l'heure des grands moments de l'histoire, et j'ai fait allusion très rapidement avec Monterland à la guerre de 14-18. Je trouve que c'est je le dis en passant, que ça pourra peut-être vous choquer, mais que quand on étudie la structure idéologique de la guerre de 14-18, on se dit qu'en un certain sens, nous n'en sommes pas sortis. Dans le mode de fonctionnement idéologique. Je ne parle pas évidemment de la brutalité physique, encore une fois, corporelle. On pourrait dire, non, pas du tout, nous ne vivons pas dans la guerre de 14-18, elle est finie depuis bien longtemps. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, c'est très frappant, parce que vous pouvez quasiment faire une adaptation et vous dire, tiens, mais finalement ça me parle de la société dans laquelle je vis, très largement. Je m'appuie sur... alors je ne vais pas démontrer cela maintenant, c'est pas l'objet, mais je le dis en passant. Hemingway, vous savez, va incarner ce qu'on a appelé, c'est Gertrude Stein qui a entendu cette formule chez un garagiste parisien, chez lequel elle faisait réparer sa voiture, et le mécano, visiblement, n'était pas une flèche, si je dis les choses là aussi un peu grossièrement, et puis le patron se plaint devant sa cliente, et il dit, de toute façon, c'est une génération perdue, parce que le mécano avait fait la guerre de 14. Il avait fait la guerre de 14, et évidemment, il y avait cette sorte de nonchalance, de quelque chose qui n'y était plus, comme si un ressort avait été brisé à l'intérieur de l'être. Et Génération perdue, elle en fait évidemment l'emblème de tous ces écrivains, notamment américains, les Dos Passos, les Faulkner, etc., Hemingway, de la Lost Generation. Et il y a un concept très original chez Hemingway, c'est le concept de grands mots, honneur, courage, patrie, gloire, devoir, etc., etc., tous ces grands mots-là. Et Hemingway, à travers son personnage de Frédéric dans L'adieu aux armes, dit à un moment donné, c'est dans une conversation, ça n'a pas, a priori, on est loin de la guerre, là on est dans un moment de relâche, et son interlocuteur en vient à utiliser dans la conversation un de ces mots-là. Et le narrateur commente, enfin c'est le personnage, commente en disant « ça n'est plus possible, je ne peux plus entendre ces mots-là. On nous les a trop assénés sous la pluie,
dans la dureté, dans le froid. On nous a vendu tous ces mots-là pour que nous allions mourir, je ne peux plus les entendre. Et il y a un très beau passage dans lequel Hemingway dit, finalement, les seuls mots qui vont surnager de cette guerre, ce sont les mots simples, les noms des villages, ça oui, on les garde, les noms de lieux, les noms les altitudes, des choses concrètes, si vous voulez, ça on garde, le langage peut garder ces choses concrètes. Mais les grands mots, ces grandes abstractions-là, on a voulu nous faire mourir pour cela, c'est terminé. Ne nous faites plus le coup de l'honneur, du devoir, etc. C'est douloureux, il le dit douloureusement. Et puis, je termine cette petite série d'exemples avant une toute petite conclusion. Je me tourne vers le maître de l'horloge. Je ne sais pas, ça va encore? Merci. Ça va, merci. Proust. Proust sur la guerre de 14 toujours, mais sur le conditionnement, sur la manière dont ce qu'on appelle l'arrière se passionne pour cette guerre. Et notamment à travers un des personnages de cette petite comédie humaine, c'est dans Le Temps retrouvé, pardonnez-moi, je ne l'ai pas cité, c'est dans Le Temps retrouvé, le dernier volume d'À la recherche du temps perdu. Et vous avez, je ne sais pas si vous êtes lecteur d'À la recherche du temps perdu, le personnage de Madame Verdurin. Madame Verdurin. Voilà, je ne sais pas si vous situez, elle a depuis le départ incarné un certain ridicule, elle a une prétention à la culture, elle est très enjouée, assez sotte quand même, il faut dire les choses, elle tient salon, elle est persuadée d'avoir le plus grand salon de Paris, évidemment. En tout cas, elle fait croire ça mordicus aux membres de son petit salon, etc. Et on va la retrouver dans Le Temps retrouvé, on va la retrouver princesse de Guermantes, elle a gravi, si vous voulez, l'échelle de la haute société. Et alors, c'est pas ça qui est intéressant dans le passage auquel je songe, et je voudrais vous faire partager. Elle s'intéresse à la guerre. Elle est ce que Raymond Aron appellera plus tard une spectatrice engagée, si vous voulez. Ce que nous sommes tous. Nous sommes des spectateurs engagés. Nous nous intéressons globalement à l'actualité avec des moyens qui sont ceux de Madame Verdurin, c'est-à-dire les journaux. Alors là, on la voit dans son lit, c'est un matin, son majordome vient de lui apporter, chose assez rare dans le Paris de 1917, c'est le Paris de la guerre, et l'approvisionnement est quand même pas simple. On vient de lui apporter, outre son café au lait, on vient de lui apporter un croissant. Denrée relativement rare à ce moment-là. Et elle est en train de lire le journal en prenant son petit déjeuner. Le journal est en train d'annoncer une catastrophe. Elle est catastrophée. La catastrophe est la suivante, nous en avons gardé la mémoire, c'est le naufrage du Lusitania. Vous avez en tête le paquebot, le Lusitania, des civils, des centaines de civils noyés, des femmes, des enfants, etc. C'est épouvantable, un carnage épouvantable. Et, nous dit Proust, elle est horrifiée, évidemment, comme nous le sommes lorsque nous voyons quelque chose de désastreux à la télévision ou ailleurs. Mais, ajoute Proust, surnageait sur son visage, par-delà l'horreur, le plaisir du croissant trempé dans le café au lait. C'est-à-dire que malgré tout, évidemment, elle est sincère, elle est tout à fait sincère, Madame je vais l'appeler Madame Verdurin pour aller vite, elle est tout à fait sincère, mais elle est piégée, évidemment, par ce double registre, si vous voulez, qui est finalement la société dans laquelle nous vivons, qui est une société déjà, si vous voulez, Proust nous parle de la société du spectacle. Une société médiatisée, c'est-à-dire qui fait que nous ne voyons le monde qu'à travers des filtres. Et donc que nous sommes confrontés à
à cet étrange rapport et cet étrange sentiment de dépossession. Nous sommes sans tout à fait être. Dans ce monde, mais très légèrement à l'écart, avec ici quelque chose évidemment de risible. Alors, face à cela, il me semble que la littérature nous appelle à la vigilance. Et je voulais terminer, c'est vraiment la conclusion, avec un même auteur, mais avec deux approches des questions de pouvoir. Claudel, Paul Claudel. Et d'abord, je me suis dit que c'était peut-être intéressant par rapport à une certaine façon dont notre monde présent semble dans une course à la nouveauté. Nous sommes pris dans une course au neuf. Il faut du neuf, il faut du neuf. Et Claudel nous dit ceci. Il y a pour les choses et pour les poèmes qu'une seule manière d'être nouveau. C'est d'être vrai. Et qu'une seule manière d'être jeune, c'est d'être éternel. Je voulais vous faire partager déjà cette petite mise au point de Claudel. Je trouve ça assez intéressant de se dire que le neuf est peut-être dans l'éternel. Le jeune est peut-être dans l'éternel. Et puis, pour terminer plus spécifiquement sur le pouvoir, allez, c'est un peu pour peut-être, non pas vous provoquer, ce n'est pas dans ce sens-là, mais nous sommes tous engagés dans des jeux hiérarchiques. Le pouvoir, c'est aussi la hiérarchie, c'est aussi le rapport à des autorités, c'est aussi des enjeux de reconnaissance, parfois des reconnaissances symboliques, mais nous savons à quel point elles sont essentielles dans nos existences. Et je ne résiste pas à ce plaisir, parce que Claudel a écrit un texte magnifique sur un de ses amis qui était diplomate, Philippe Berthelot, grand diplomate, secrétaire général du Quai d'Orsay pendant des années, et dont la carrière a été assez tumultueuse, on va dire. Et Claudel écrit ceci. Dans un drame espagnol peu connu. Alors là, il est malicieux, évidemment, parce qu'il est tout simplement en train de parler du soulier de satin, c'est-à-dire de son propre soulier de satin, comme si c'était un petit drame espagnol peu connu. Le chancelier parle à son souverain d'un certain Don Rodrigue, qui vient de rendre à l'État d'incomparables services. « Quelle récompense, dit-il, trouvera votre majesté pour un pareil homme? Quelle qui soit à la hauteur d'une telle efficacité et d'un tel dévouement. » « Il n'y en a qu'une, mon fils, répond le souverain, et je ne la lui plaindrai pas. Et laquelle, Seigneur? L'ingratitude. Je vous laisse méditer sur cette reconnaissance par l'ingratitude. Merci de votre attention.